509 avant Jésus-Christ, Rome se révolte contre la monarchie. Le dernier roi est exilé et la République naît. Désormais, la cité sera gouvernée non par un souverain unique, mais par ses citoyens à travers des institutions républicaines. Cependant, ce changement n'apporte pas une stabilité immédiate. Entre crise, conflits et réformes, Rome doit inventer de nouvelles règles pour survivre. Cette période marque le début d'un parcours chaotique mais décisif qui transformera une petite cité en puissance régionale dominante. En 509 avant Jésus-Christ, après l'exil du dernier roi, Rome devient une république. Elle met en place ses premières institutions qui évolueront avec le temps et en réponse aux différentes crises auxquelles la République sera confrontée. À cette époque, Rome est gouvernée par une organisation relativement simple, avec deux pôles principaux de pouvoir, les deux consuls et le Sénat. Les deux consuls sont élus annuellement par le peuple à travers les comices centuriotes, une assemblée où les citoyens romains sont répartis en groupes appelés centuries. Chaque citoyen possède un droit de vote, mais ce sont les citoyens les plus riches qui votent en premier, ce qui leur donne une influence prépondérante. En effet, une majorité absolue peut être atteinte avant même que les citoyens les plus pauvres aient l'occasion de voter. Le rôle des consuls est essentiel. Ils détiennent l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir suprême de commander les armées et de faire appliquer les lois. Bien que puissants, leur autorité est limitée par plusieurs facteurs. Leur mandat est d'1 an seulement et ils doivent se consulter mutuellement et toutes les décisions importantes doivent être prises d'un commun accord. Cela empêche un consul d'exercer un pouvoir absolu. Le Sénat, quant à lui, est une assemblée principalement composée de membres de la noblesse romaine, les patriciens. Bien que ce rôle soit officiellement consultatif, son influence est très grande. Les consuls sont censés suivre ses conseils sur les questions politiques et militaires. Et les décisions finales des consuls sont souvent fortement influencées par les délibérations du Sénat. Au début de la République, le Sénat est constitué d'anciens magistrats nommés à vie par les consuls. Généralement, ce sont les consuls sortants ou d'autres magistrats importants qui rejoignent ces rangs. Cela fait du Sénat un organe permanent et stable, garant de la continuité politique. Les comices centuriates ne se contentent pas d'élire les consuls. Elles votent aussi sur des questions cruciales telles que les déclarations de guerre ou l'approbation de certaines lois. Mais cependant, en pratique, ce sont bel et bien les consuls et le Sénat qui détiennent la majeure partie du pouvoir réel. D'ailleurs, il ne faut pas se laisser influencer par le terme de république, qui vient du latin res publica, signifiant la chose publique. En effet, il ne renvoie pas nécessairement à un régime démocratique tel que nous le comprenons aujourd'hui. Dans le cas de Rome, il s'agit d'un régime oligarchique, où bien que les citoyens aient des droits égaux, le pouvoir est concentré entre les mains d'une élite aristocratique et financière. C'est cela qui va poser les bases de nombreuses crises sociales au cours de l'histoire de la République, notamment les revendications des plébéiens qui vont se révolter pour obtenir plus de droits politiques. Un autre aspect important du système républicain romain est la nomination d'un dictateur en cas de crise grave. Ce dictateur est nommé par les consuls sur recommandation du Sénat. Il est investi de pouvoir absolu, mais pour une durée très limitée, en général de 6 mois. L'exemple le plus célèbre est celui de Cincinnatus. En 458 avant Jésus-Christ, alors que Rome était en guerre contre les Èques, Cincinnatus, un ancien consul, avait quitté la vie politique et mené une existence simple de fermier. Devant la menace imminente, il fut nommé dictateur par les consuls. En l'espace de 15 jours, il rassembla une armée, vainquit les ennemis de Rome, et dès son retour à la ville, il renonça volontairement à ses pouvoirs pour retourner à sa ferme. Cincinnatus est alors devenu l'incarnation semi-légendaire de l'idéal romain, du dirigeant qui ne s'accroche pas au pouvoir et le remet au peuple une fois la crise passée. Ainsi, les institutions de la République romaine au début de son existence, bien qu'elles aient jeté les bases d'un gouvernement mixte, avec des éléments monarchiques, incarnés par les consuls, aristocratiques, incarnés par le Sénat, et démocratiques, incarnés par les comices centuriates, elles étaient loin d'être parfaites. Elles restaient largement dominées par une élite restreinte, ce qui allait provoquer des tensions sociales croissantes entre les patriciens et les plébéiens, qui mèneront à de nombreuses révoltes et réformes dans les siècles suivants. Après l'expulsion des Tarquins vers 509 avant Jésus-Christ, Rome a donc commencé son parcours en tant que république, ce qui va s'accompagner d'une période de conquête déterminante pour l'avenir de la cité. Au cours des décennies suivantes, la République romaine fait face à des coalitions militaires rivales dans le Latium,
et commence à élargir son influence sur la péninsule italienne. Les premières conquêtes romaines se concentrent principalement sur les régions voisines, et tout particulièrement sur les Latins. À cette époque, les Latins formaient une fédération connue sous le nom de Nomen Latinium, un regroupement de cités et de tribus partageant des liens culturels et linguistiques. Rome, en tant que membre de cette fédération, joue un rôle actif dans les affaires latines. Entre 498 et 493, Rome participe à plusieurs campagnes militaires contre des ennemis communs, notamment les Étrusques et les Volsques. Ces conflits sont cruciaux pour établir la suprématie de Rome dans la région et renforcer son pouvoir face à des menaces extérieures. Au début, Rome mène les campagnes militaires de manière concertée avec les voisins latins, démontrant l'utilisation d'une stratégie d'alliance par la suite. À cette époque, les Étrusques représentent la principale menace. Leurs interventions dans les affaires des Latins et leur volonté de maintenir leur hégémonie sur la région poussent les cités latines dont Rome à s'unir pour contrer cette menace. Les Volsques, un peuple voisin, s'avère également être un adversaire redoutable. Il s'oppose à l'expansion romaine, ce qui incite Rome à agir pour protéger ses intérêts. Ces campagnes militaires, bien que parfois difficiles, renforcent finalement la position de Rome parmi les cités latines et contribuent à l'expansion de son influence. Cependant, la véritable épreuve pour Rome se présente en 390 avant Jésus-Christ, lorsque la cité est attaquée par le chef gaulois Brennus. Celui-ci, après avoir pillé la ville étrusque de Clusium, se dirige avec son armée vers Rome. Malgré l'envoi de plusieurs légions, rassemblant environ 40 000 hommes pour défendre la ville, Rome subit une défaite cuisante à la bataille de l'Allia. Les Gaulois pénètrent alors dans Rome, prenant possession de la ville et la pillant. Le siège du Capitole s'ensuit, où les Romains retranchés résistent pendant 7 mois. Un épisode célèbre de cette période est l'alerte donnée par les oies du Capitole, ce qui préviennent les Romains d'une attaque nocturne des Gaulois. Finalement, après 7 mois de siège, Rome est contrainte de payer un tribut de 1000 livres d'or pour obtenir le départ des Gaulois. Cette expérience traumatisante a profondément marqué la mémoire collective des Romains et a renforcé leur détermination à conquérir et unifier la péninsule italienne. Le sac de Rome par Brennus a non seulement révélé les vulnérabilités de la République, mais a aussi incité ses dirigeants et ses citoyens à adopter une nouvelle approche face aux menaces extérieures. En réponse à ce désastre, Rome a entrepris une série de réformes militaires et politiques pour renforcer ses institutions. La confiance des Romains en leur capacité à défendre leur territoire s'est accrue, tout comme leur désir d'asseoir leur hégémonie sur la péninsule. Cet événement dramatique est devenu un puissant moteur de la détermination romaine, ne plus jamais connaître une telle humiliation. Rapidement, Rome va s'engager dans une dynamique de conquête. Dès les années 340 avant Jésus-Christ, Rome s'attaque aux Samnites, un peuple du sud de l'Italie. Cette série de conflits est connue sous le nom de guerre samnite. Après des défaites et des conflits difficiles pour Rome, la cité parvient finalement à s'imposer contre les Samnites, consolidant ainsi son pouvoir dans le sud de l'Italie. Parallèlement, Rome entre en conflit avec les Étrusques, dont certaines cités résistent encore à l'expansion romaine. Les guerres contre les Étrusques qui culminent avec la prise de la ville de Véïs en 396 avant Jésus-Christ permettent à Rome de s'affirmer en tant que puissance dominante dans le Latium et au-delà. Dans le même temps, Rome ne tarde pas à s'attaquer aussi aux cités grecques de l'Italie du Sud. Dans les années 280 à 275 avant Jésus-Christ, lors des guerres contre le roi Pyrrhus d'Épire, après que celui-ci ait tenté de fonder un empire en prenant le contrôle du sud de l'Italie. À travers ces multiples conflits, la République romaine parvient finalement à s'imposer comme une puissance dominante en Italie, forgeant des alliances tout en soumettant ses adversaires. Cette période d'expansion marque le début d'une transformation qui va mener à l'émergence de Rome en tant que puissance méditerranéenne. Dès ses débuts et au fur et à mesure de son expansion, la République romaine va être confrontée à de multiples crises. Ces crises sont dues à des inégalités croissantes entre les patriciens, qui détiennent le pouvoir, et les plébéiens, exclus des principales magistratures et accablés par la dette. L'un des moments charnières de ce conflit survient en 494 avant Jésus-Christ, avec ce que l'on nomme la première sécession de la plèbe. Rome, tout juste sortie de la période royale, se trouve dans une phase de transition vers une oligarchie dominée par les patriciens. Cependant, la plèbe, composée en grande partie de petits propriétaires terriens, est en proie à de lourdes dettes. Le nexum, une forme d'esclavage pour la dette, est utilisé sans restriction par les patriciens pour asservir les plébéiens endettés, les privant de leurs biens et de leur liberté. Face à cette oppression, la plèbe décide de prendre une mesure radicale. Elle quitte massivement Rome et se retire sur le mont Sacré, refusant de participer à la défense de la ville. Ce départ en masse, qui peut être comparé à une sorte de grève générale, met une pression insoutenable sur les patriciens, forçant ces derniers à négocier.
Cette première sécession marque un tournant dans l'histoire romaine, car elle conduit à la création du tribunat de la plèbe. Pour la première fois, les plébéiens obtiennent des représentants officiels chargés de défendre leurs droits face aux consuls, qui étaient tous des patriciens. Ces tribuns disposent d'un pouvoir inédit, l'inviolabilité. Ils ne peuvent pas être attaqués, et tout acte de violence contre eux est considéré comme un crime sacrilège. Les tribuns de la plèbe, en plus de leur fonction protectrice, acquièrent le droit de convoquer l'assemblée de la plèbe, le concilium plebis, où les plébéiens peuvent discuter de leurs problèmes et proposer des lois spécifiques à leurs conditions. Malgré la création du tribunat, le chemin vers une égalité réelle entre les ordres sera long et ponctué de plusieurs autres révoltes, marquées par de nouvelles sécessions, mais aussi un autre élément décisif qui intervient en 367 avant Jésus-Christ, la promulgation des lois licinio-sextiennes. Ces lois établissent qu'à partir de cette date, l'un des deux consuls de chaque année devra être un plébéien. C'est un pas immense vers l'égalité politique entre les deux ordres, car jusqu'à présent, toutes les magistratures romaines étaient réservées aux patriciens. La conquête de ce droit d'accès à la plus haute magistrature de l'État est une victoire cruciale pour la plèbe. Au-delà du consulat, d'autres magistratures importantes vont progressivement s'ouvrir aux plébéiens. En 351 avant Jésus-Christ, ils peuvent accéder à la charge de censeur, un rôle de magistrat qui contrôlait les mœurs de ses concitoyens. En 337 avant Jésus-Christ, à celle de prêteur, un magistrat chargé de la justice ou de la gouvernance de province. Et enfin, la dictature leur devient finalement également accessible. Ce processus d'ouverture progressive des magistratures aux plébéiens atteint son apogée en 287 avant Jésus-Christ, avec la promulgation de la Lex Hortensia. Cette loi stipule que les décisions prises par le Concilium Plebis, les plébiscites, auront désormais force de loi pour l'ensemble de la population romaine, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation préalable du Sénat, dominé par les patriciens. Cette réforme met un terme officiel au conflit des ordres, en supprimant les dernières barrières juridiques entre les patriciens et les plébéiens. Ces différentes réformes faites entre 498 et 287 avant Jésus-Christ ont donc permis à la République romaine de se stabiliser, permettant la conquête de la péninsule italienne. Cette stabilité va donc permettre à la République d'étendre son influence et son territoire, mais sur le long terme, ces conflits entre les ordres finiront par revenir et seront l'un des éléments déclencheurs de terribles guerres civiles qui finiront par avoir raison de la République.